Oui. Alors, est-ce que certaines personnes d'entre vous nous entendent? Vous pouvez écrire sur le chat pour nous dire « Ah, super ». Ludovic. Salut Ludovic. Bienvenue Ludovic. Ça fait longtemps. Merci à toi d'être connecté. On va faire passer un petit sondage à tout le monde pour savoir en fait si vous nous entendez bien. Est-ce que niveau son, il n'y a pas trop d'écho? N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes, qu'on s'adapte au fur et à mesure. Ça arrive. Alors, on va faire donc un sondage. Est-ce que vous entendez bien? Répondez, c'est très simple, c'est oui ou non. Vous répondez oui si vous entendez bien, non si vous n'entendez pas bien. Je pense que là-dessus, on peut être… bah super. C'est bon, 5 sur 5 ici. Bon, je crois que tout le monde nous reçoit. Tout le monde nous reçoit. Bienvenue à Guillaume, Olivier, Léonore. Salut Cindy, Martine. salut Robin. Salut tout le monde. Salut Guillaume. Bon, 20 personnes connectées, super. Bon, ok. Déjà, bienvenue. C'est notre premier webinaire chez Bivouac. Alors, ça fait très bizarre de se voir en face-to-face, mais voilà, bonsoir Martin. Bonsoir Antoine. Voilà, on se présente rapidement. Donc, on a cofondé Bivouac ensemble il y a moins d'1 an. Et aujourd'hui, on propose donc une formation, un cours, un échange avec vous pour vous expliquer comment réussir un investissement locatif. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est dans le peu de temps qu'on a ensemble, on va y passer 1h15 grand maximum. C'est que vous compreniez d'abord voilà, quels sont les principaux intérêts à investir dès aujourd'hui, comprendre la mécanique d'investissement locatif et vous donner les pistes pour éviter les erreurs principales de l'investissement. Et puis, nous, on vous donnera également 2-3 tuyaux pour vraiment comprendre, que vous compreniez quels sont les bons réflexes à avoir pour faire un bon investissement locatif. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est un échange avant tout. On a une structure, on va essayer d'avancer tout en suivant une trame qu'on a bien définie en amont. Mais on s'adapte aussi avec vous pour que ce webinaire soit le plus interactif possible. Ouais, on veut vraiment prendre du temps pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez un sujet, soumettez-le via le chat et on vous fera peut-être 2-3 sondages. J'espère que tout le monde a pu répondre au premier. On va commencer tout de suite avec un premier sondage avant de commencer et après on va commencer parce qu'on ne va pas non plus s'éterniser. Déjà, est-ce que vous pouvez répondre à un premier sondage qu'on va mettre en place? Avez-vous déjà investi? Oui ou non? Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans l'investissement locatif. Ouais. Nous, on voudrait savoir à qui on parle ce soir. Est-ce qu'on a des investisseurs dans la salle? Alors, 4 pour non et 1 personne oui. Okay. 5. Bon, très bien. On va prendre un petit bilan dans on fera un petit bilan d'ici quelques minutes. Mais c'est parti, Martin? Allez, on y va. La suite. Alors, déjà, nous, on va, en même temps de voir qui on a affaire, nous, on va se présenter très rapidement. Moi, c'est Martin, je suis ingénieur dans le bâtiment à la base. Pierre-Antoine, ingénieur, toi, spécialisé plutôt côté finance. On a fondé donc Bivouac, comme on le disait. Chez Bivouac, nous, on propose des investissements en immobilier locatif clé en main. Donc voilà, on s'occupe de tout, de vous accompagner, de la réflexion sur votre projet d'investissement jusqu'à la mise en location et qu'il y ait un locataire dans votre bien. Ensuite, donc là, pour reprendre très rapidement les consignes de ce webinaire, on veut voilà, vraiment interagir avec vous et rester, j'y tiens, rester jusqu'à la fin. On a une petite surprise pour vous, pour ceux qui sont jusqu'avec nous à la fin de cette soirée. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, ça va durer à peu près 1 heure. Même là, je vois que tout le monde a répondu oui, mais déjà, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions qu'on va essayer de suivre et noter au fur et à mesure. Ok. Ensuite, on veut traiter avec vous ce premier sujet. Pourquoi investir? Pourquoi Alors, avant tout ça, c'est pourquoi épargner? Plusieurs raisons. Une première raison toute simple, c'est que épargner, ça permet de faire face aux aléas de la vie, de se constituer une sorte de sécurité, une bouée de sauvetage pour faire face demain aux imprévus. On est dans une société qui évolue
très très rapidement. On a de plus en plus des modes de travail qui diffèrent avec le passé. Est-ce que le CDI existera encore dans 10 ans? On est de plus en plus des freelances, voilà. Et puis un autre aspect aussi très majeur quand même, c'est est-ce que notre bon vieux système de retraite qui est de plus en plus en déficit sera encore là pour assurer nos vieux jours? C'est une question que nous on se pose, même notre jeune âge, et c'est d'où l'intérêt pour nous d'investir dès maintenant. Bonsoir Jérémy, merci de nous rejoindre. Le tout, je pense que ce qui est important de savoir, Guillaume, c'est peut-être de bien placer son argent, bien gérer son argent. Épargner, c'est important, mais le tout, c'est de savoir où est-ce qu'on va placer son argent. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités d'épargner. Donc, comme vous le savez tous, il y a ça part du livret A moins risqué et qui rapporte du 0,75 points par an, au Bitcoin qui est ultra risqué et qui peut rapporter très gros pour certains, mais à l'inverse peut nous faire tout perdre. Comme on le sait tous, voilà, il y a des sociétés d'assurance vie ou la bourse qui sont plus ou moins risquées. Risque, rendement, telle est justement la question où se positionner pour demain trouver le juste milieu qui est propre à chacun. Voilà, donc nous, on a développé une expertise sur l'investissement en immobilier locatif, donc acheter pour louer son bien immobilier. Pourquoi l'immobilier et l'investissement locatif particulièrement? Tout simplement parce que c'est un placement relativement rentable et tout de même relativement peu risqué. Raison très simple, c'est le besoin de se loger est un besoin primaire qui sera encore présent dans les années à venir. Relativement rentable parce qu'on arrive avec de bonnes stratégies à obtenir des rendements très intéressants. Et il y a un autre aspect qu'on voulait également vous présenter, que si vous ne le connaissez pas déjà, c'est de pouvoir faire de l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? C'est pouvoir utiliser le financement de la banque pour pouvoir investir davantage. Alors, concrètement, comment ça marche? Vous allez apporter un certain montant à la banque et la banque va financer le reste. Donc, on nous a fait ce magnifique schéma. Dites en commentaire si vous trouvez ce schéma très sympathique et si vous le comprenez surtout. Voilà, ce qu'on voulait représenter, simplement qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros apport. La banque vous finance la grosse partie de votre investissement et in fine, c'est le locataire qui va payer le remboursement de l'emprunt. Voilà, comme dit Thomas, effectivement, l'effet de levier a encore plus de sens aujourd'hui du fait que les taux sont très bas et que du coup, c'est intéressant de pouvoir en profiter parce que ça nous offre une capacité de financement qui est vraiment accrue par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et l'immobilier est tout à fait à son avantage là-dedans parce que aujourd'hui, c'est un des rares produits d'investissement où justement on peut profiter de ce levier d'emprunt. Emprunter pour investir en bourse ou emprunter pour investir dans les bitcoins, c'est plus rare, à moins d'avoir de très bons conseils, d'avoir un très bon banquier qui nous prête beaucoup plus facilement. Mais l'immobilier répond parfaitement à ce type de levier. Oui, je crois que le simple fait que l'immobilier, c'est palpable, les banquiers savent de quoi on parle, c'est un financement qui est très bien câblé. Aujourd'hui, c'est relativement facile d'obtenir un financement et on y reviendra par la suite. Voilà, comme dit Florian, aujourd'hui les taux sont sont à moins de 2% TAEG, et alors qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, on était autour de 15%. Voilà, comme nous dit Ludovic, 1,3% pour 72 000 euros sur 20 ans. Effectivement, ça, c'est des choses qui sont tout à fait impressionnantes pour justement profiter du levier bancaire. Bravo Ludovic, en tout cas, pour ton investissement. Bonsoir à toi, William. Bonsoir, William. Alors, qu'est-ce qu'un bon investissement locatif? Alors, c'est une question qui nous intéresse tous. Voilà. Alors, tout d'abord, pour vraiment se poser les bonnes questions, il faut définir, il faut avoir quelques notions de base. Je pense que vous les savez. On va essayer de récapituler rapidement pour tout le monde, mais
il y a le rendement brut. Le rendement brut, c'est vraiment le loyer annuel brut qu'on touche, qu'on divise sur le prix d'achat plus les frais de notaire. Ce rendement brut, il n'est pas aussi simple que ça. On a un rendement, enfin, il y a le rendement brut et le rendement net. Le rendement net, lui, quant à lui, va prendre en considération toutes les charges, toutes les informations nécessaires pour qu'on sache vraiment combien on va avoir à la fin dans sa poche. Je pense qu'il est important de dissocier ces deux informations, rendement brut et rendement net. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation d'investissement avec des exemples concrets pour avoir sous les yeux des calculs. Pour nous, un bon investissement immobilier, c'est un investissement qui est rentable et qui prend de la valeur dans le temps. Vous savez, la pierre a tendance à augmenter suivant les marchés, à augmenter au fur et à mesure du temps avec l'inflation, etc. Et c'est un autre atout de l'investissement immobilier, c'est que quand on investit 100 € en l'an 2000, et bien en l'an 2020, il en vaudra peut-être 150. D'où l'importance de choisir sa bonne localisation pour une plus-value à la revente potentielle, mais aussi bien gérer son bien, parce que s'il n'est pas loué, il n'y a aucun intérêt. Est-ce qu'on peut passer peut-être à la slide suivante? Hop. Donc maintenant, on va… où est-ce qu'il faut, pour faire un bon investissement, où investir? Alors aujourd'hui, on sait tous qu'à Paris, l'immobilier est extrêmement cher. On est, comme on le voit sur cette slide, à 2,5 de rendement brut en moyenne, alors que quand on s'éloigne un peu de Paris, qu'on va en province, on se rend compte qu'on a des prix immobiliers qui sont beaucoup plus bas, avec des loyers qui peuvent être potentiellement élevés. Le tout, c'est justement de choisir cet emplacement, de bien choisir. Et ça, pour ça, il va être important de faire une analyse vraiment globale de la ville, de pourquoi cette ville, pourquoi ce quartier, pourquoi cette rue, pour que justement on trouve l'investissement qui soit au meilleur emplacement. L'emplacement est primordial. Voilà, ce qu'on constate, c'est que il y a vraiment plusieurs stratégies sur ce marché de l'immobilier aujourd'hui qu'on peut atteindre. Il y a investir dans un marché comme le marché parisien en France, qui, du coup, comme le disait Pierre-Antoine, très faible rendement, mais quasi certitude de faire de la plus-value sur du long terme. À l'inverse, il y a d'autres stratégies où on va investir dans des villes beaucoup plus petites. On a mis sur cet exemple Béziers, une aire urbaine de près de 90 000 habitants. Je ne sais pas si beaucoup de gens suivent des formations online. On a pas mal d'investisseurs qui parlent de ce genre de ville avec, c'est vrai, des très gros rendements. C'est tout à fait possible d'avoir du 20%. Parce que c'est ce qui s'explique parce que le prix au mètre carré est beaucoup plus faible qu'à Paris. Mais par contre, c'est sûr que forcément, le risque est plus important du fait que Béziers, on ne connaît pas forcément, on ne sait pas si la démographie est en augmentation ou si le taux de chômage va augmenter ou diminuer. Le tout, c'est justement de trouver ce juste milieu entre le risque et le rendement attendu. Entre du 2% brut à Paris ou du 20% à Béziers, il y a quand même une nette différence. Ensuite, il y a un deuxième point. Il y a moins de demandes sur Béziers. C'est pas tant qu'il y a moins de demandes. Je ne connais pas personnellement Béziers. Je ne veux pas m'avancer sur plus particulièrement l'état du marché actuel, l'état du marché locatif de Béziers. C'est simplement de dire que sur Béziers, le marché locatif est très faible parce que le coût d'achat d'immobilier est faible, donc les gens deviennent rapidement propriétaires dès qu'ils ont les moyens. Et puis, on a un faible nombre de locataires, un faible nombre d'étudiants, c'est une petite agglomération par rapport à une ville comme Paris, bien entendu, ça n'a rien à voir, et comme une autre grande métropole, une autre métropole de province, c'est vraiment, il n'y a rien à voir. Donc, pour nous, un bon investissement, c'est un investissement qui va rassembler ce qu'on a défini par avant, à la fois un investissement rentable et à la fois un investissement qui va prendre de la valeur parce qu'il y a une vraie tension économique, tout un ensemble de critères qu'on va vous décrire par la suite. Et ça, aujourd'hui, en France, on le trouve majoritairement sur les grandes métropoles de province. On a pris l'exemple de Rennes, par exemple, sur ce slide. Rennes, troisième ville la plus dynamique de France actuellement. Et avec de belles perspectives de rendement dans certaines zones et de plus-value. Et comme le dit Benjamin à l'instant, investir dans une ville comme Béziers, forcément, je le disais un peu tout à l'heure, on investit dans un bien
qui va être plus difficilement remise à la vente et revendue derrière. Demain, on ne sait pas de ce quoi sera fait Béziers. On ne sait pas si il y aura plus facile, enfin, ça sera facilement revendu. Alors qu'à Paris, on est sûr qu'aujourd'hui, la demande est énorme. La liquidité du marché. Voilà, effectivement. Pour ce qu'il faut retenir, très, très succinctement, c'est que plus l'agglomération est grande et plus la dynamique de la ville dans laquelle on investit est avantageuse, moins le risque est important. Du coup, généralement, les rendements s'en ressentent et sont également moins importants. Et à l'inverse, plus la dynamique de la ville est peu intéressante, plus les rendements peuvent être très, très attirants. Mais là aussi, il faut parfois s'en méfier, à moins de très bien connaître le marché locatif rue par rue. Est-ce que vous êtes, enfin, faut savoir vraiment bien où on met les pieds avant de s'aventurer dans des marchés locatifs. C'est d'avoir une connaissance vraiment globale de la localisation. Résultat, pour nous, les meilleurs investissements aujourd'hui qui existent sur le marché français, c'est vraiment dans les grandes métropoles de province qui possèdent des prix à l'achat de l'immobilier encore mesurés, maîtrisés. À Lyon, on est encore 2 fois moins cher qu'à Paris. À Lille, c'est près de 3 fois moins cher en moyenne. Et malgré tout, l'écart des loyers, dans les loyers, s'en ressent pas autant. Du coup, on arrive à avoir quand même des rendements très intéressants dans des zones où l'achat est plus accessible et le risque est finalement pas si élevé. Et c'est ça qui nous paraît être intéressant pour investir dans l'immobilier aujourd'hui. Alors, comment analyser ce marché? Qu'est-ce que vous feriez en premier pour demain investir dans une ville que vous ne connaissiez pas? Vous pouvez répondre en commentaire. Vous, quels critères allez-vous regarder si demain vous vouliez investir? Qu'est-ce que vous regarderiez en premier? La demande locative, ouais. Comment mesurer cette demande locative selon toi, Thomas? Bon. La demande locative, je pense qu'il y a beaucoup de critères à regarder. Ah, il y a Jordan qui est en train de taper, on va regarder ce qu'il nous répond. L'annonce fictive, c'est effectivement une très bonne, c'est un très bon réflexe. Moyen de tester. Alors, le rendement, oui, mais comment est-ce qu'on va justement regarder ce rendement? C'est toute la question, c'est l'intérêt de la question. Comment on va définir, comment on va calculer ce rendement? Donc, on peut faire des rendements moyens, oui, mais comment on va savoir si c'est une ville qui est avec une forte demande locative ou non? On a aussi le pourcentage de locataires versus propriétaires, un très bon indicateur pour savoir la profondeur du marché locatif, effectivement. La démographie d'une ville, exactement. Voilà, c'est mécanique. La démographie, plus il y a du monde plus la démographie de la ville croît, eh bien, plus la demande de se loger croît et du coup le marché locatif et les prix de l'immobilier augmentent également. Voilà, je vois que Xavier parle de projets en cours prévus dans la ville, donc les projets d'urbanisme, je pense que c'est ça dont tu veux parler. Évidemment, les constructions neuves apportent une plus-value, un dynamisme de la ville quand le bâtiment va, tout va. Je vois qu'aussi les futures lignes de transport en cours, exactement, ça peut être une bonne data, une bonne donnée à regarder. On peut prendre l'exemple de Rennes, où il y a une deuxième ligne de métro qui va bientôt arriver. Et justement, il y a des potentiels investissements à faire dans cette ville. La part d'étudiants, exactement aussi. Les étudiants, c'est un type de locataire qui est très important de regarder parce qu'ils sont forcément locataires, ils ne veulent pas acheter. Et en plus, souvent, ils ont des bons dossiers et ils peuvent être aidés par leurs parents. Et c'est des locataires qui peuvent payer. Moi, je propose que Martin, on réponde maintenant rapidement avec notre petit slide. Donc effectivement, nous on voit l'investissement locatif d'une façon très scientifique. On se pose d'abord la question de sélectionner la ville et le quartier. Pour ça, il faut mesurer tout un tas d'indicateurs que vous en avez nommé certains. Nous, ce qu'on appelle les critères macroéconomiques, c'est voilà, l'évolution de la démographie, le niveau moyen de revenu de la population, le pourcentage de personnes locataires versus propriétaires, tout cet ensemble de critères qui peuvent donner des signes avant-coureurs que le marché locatif se porte bien et que la ville a également de belles perspectives devant elle en termes d'évolution des prix du marché. Ensuite, on a tout ce qu'on regroupe sous les critères d'infrastructure. Vous l'avez nommé,
les futures lignes les lignes de transport qui existent aujourd'hui, etc., qui viennent vraiment être des vrais atouts pour investir dans le locatif. Et puis, on a tout ce qui est donc les critères immobiliers. Bien sûr, il faut analyser les prix, où sont les poches de marché avec les prix les plus intéressants et les rendements les plus intéressants. Je crois qu'on l'a mentionné un peu plus tôt. Et puis, également analyser tout ce qui est vacances locatives. Voilà, il y a pas mal de données qu'on peut récupérer avant de se lancer dans une opération d'investissement. Voilà, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Oui, Maxime qui posait une question. Les grosses erreurs à éviter pour investir dans le locatif. On va y venir un peu plus tard. Ouais, je propose, Maxime, de garder ta question et on va revenir un peu plus tard avec un exemple très concret. Là, on va d'abord présenter une étude qu'on a pu réaliser sur une ville dans laquelle on est assez actif. Une ville que c'est peut-être donc Lille. On va vous présenter l'étude du coup qu'on réalise à l'aide de nos algorithmes et tous les points de data qu'on va mesurer pour vraiment déterminer si la zone est intéressante en termes d'investissement locatif. Voilà, donc on a analysé 12 critères qui sont, vous pouvez directement les voir sur notre slide, qui partent de l'immobilier en passant par l'urbanisme, la santé, l'éducation. C'est vraiment 12 critères qui sont importants et qui vont nous permettre de choisir, sélectionner une ville dans laquelle il faut investir. Alors dans la ville, évidemment, il y a différents quartiers, il y a différents pôles universitaires, par exemple, différents pôles de dynamisme qui vont justement varier en fonction des villes. Mais déjà, c'est important d'avoir une vision macroéconomique de la ville. Alors là, on va prendre l'exemple de Lille. Donc Lille est répartie en un peu moins de 10 grands quartiers qu'on a expliqué succinctement ici. Chaque quartier est différent, ils s'articulent tous autour du centre-ville. On peut voir que les quartiers, je pense qu'on peut passer même à c'est la slide suivante. Voilà, bon, on reviendra après sur les différents quartiers, mais on a évalué, il est important d'évaluer et d'établir vraiment une notation sur ces différents critères pour pouvoir ensuite comparer justement ces différents critères entre les différentes villes, entre les différents quartiers. Voilà, comme le dit Thomas, il y a une forte demande locative de la part d'étudiants dans la ville de Lille, c'est tout à fait vrai. Alors, sur cette slide, on peut voir justement les différents quartiers qui s'articulent autour du centre-ville. Et tout de suite, on remarque que le centre-ville, forcément, c'est le quartier le plus cher au mètre carré. Forcément, il y aura une forte demande locative, etc. Mais ce ne sera pas forcément le plus rentable. Donc là, sur cette carte, ce qu'on a essayé de représenter, c'est le prix d'achat moyen. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Dites-nous en commentaire si jamais vous avez du mal à lire. Mais pour chaque quartier, on voit donc l'analyse du prix d'achat moyen. Alors, tout type de biens confondus, hein, ça c'est limite. Effectivement, on pourra en discuter plus tard. Et en dessous, on a le prix à la location moyen. C'est ça qui va nous permettre, loyer sur prix d'achat, de définir ce rendement. Au rendement brut. On parle de rendement brut. Et on remarque assez rapidement qu'en fait, il y a des quartiers dans l'île où, comme disait Pierre-Antoine, le Vieux-Lille ou le centre-ville, on est sur des quartiers avec tout un tas d'équipements, d'infrastructures où forcément une très grosse demande. Du coup, les prix ont tendance à monter. Mais pour autant, ça ne se loue pas beaucoup plus cher que des quartiers comme Vauban ou Azem-Moulins, dans lesquels on achète moins cher au mètre carré. Et pourtant, il y a une demande locative avec quand même des loyers qui sont pratiqués, qui sont quasi identiques à ce que se fait dans le centre-ville, voire même supérieurs comme à Moulins. Oui, je vois d'autres commentaires. La conférence, effectivement, sera accessible en replay. On vous donnera un lien par email. On a un commentaire de Thomas. Alors, qui dit qu'il faut, c'est sûr que quand on investit en province, quand on est parisien, c'est sûr qu'il faut mieux déléguer une agence de gestion locative son bien. Finalement, en Ile-de-France. Alors, moi, on prendra un exemple concret ensuite d'un investissement, je pense qu'on a réalisé, qu'on a proposé à un de nos clients. Vous pourrez vraiment voir comment on a modélisé ça vraiment et on partira du rendement brut pour aller jusqu'au rendement net où on inclut justement ces frais de gestion locative. On verra que parfois, il est plus intéressant d'investir avec un bien qui est géré en gestion locative que justement de le gérer soi-même et investir proche de chez soi.
Pour finir sur cette slide, après on va découler rapidement, mais pour finir sur cette slide, on peut voir justement, à titre de comparaison, que Lille, en moyenne, on a 2500 € du mètre carré, Paris 9000. Tout de suite, on voit l'écart. Si on passe à la slide suivante, on peut voir que justement, entre Paris et Lille, il y a presque on fait un x2, bon, un peu moins, mais un x2 au niveau du rendement brut. Voilà, donc après d'autres données qu'on analyse, enfin qui est important aussi d'analyser, je l'ai vu tout à l'heure en commentaire, la démographie d'une ville, l'évolution de la démographie. Alors là, en l'occurrence, c'est l'évolution du prix du marché, mais je m'avance un petit peu. On voit que Lille est une ville qui a pris sur les 20 dernières années pas mal de valeur. Elle stagne un petit peu sur les 10 dernières, sur les 5 dernières. Voilà. Mais c'est des données qui sont importantes à regarder. On se rend compte qu'à Lille, il y a beaucoup plus de personnes qui sont locataires que propriétaires. Ça, c'est une donnée aussi importante. Ça va nous permettre de savoir justement si un bien en location, il va y avoir de la demande ou non. On sait qu'il y a des villes en France où il y a beaucoup plus de propriétaires qui habitent et qui ont leur résidence principale, alors que Lille n'en fait pas partie. Ça aurait été intéressant justement de comparer cette data à la ville de Béziers. On ne l'a pas fait encore, mais aujourd'hui, devant les yeux, là, si quelqu'un a l'info, qui nous la transmette en commentaire. Je suis sûr qu'on ne serait pas du tout sur le même niveau. Là, on a 70% des ménages qui sont locataires de leur logement à Lille, quand la moyenne nationale est autour de 45%. Donc, c'est une différence assez significative. Ce qui est aussi possible de mesurer, c'est vraiment, alors après, avec des systèmes un peu plus poussés, tout ce qui est durée de mise en annonce à la location moyenne. Donc, en fait, combien de temps reste une annonce, un bien en location proposé sur le marché. Ça donne un bon indicateur également. Ensuite, on a la démographie de la ville. C'est important de la regarder. Une ville qui perd des habitants chaque année, c'est une ville qui n'est pas forcément dynamique. C'est des données qui sont importantes de comparer entre chaque ville. Et Lille, je crois, est une ville où la démographie est plutôt étudiante en l'occurrence. Là, on peut voir que comparé à la France, je crois qu'on compte 12% de plus d'étudiants en moyenne que sur la moyenne nationale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en commentaire, beaucoup d'étudiants. Important aussi de regarder les transports. Comme je disais tout à l'heure, les futures lignes de métro. Alors, en l'occurrence, là, c'est vraiment les transports qui sont actuellement à Lille, mais ça nous permet justement de localiser les zones qui peuvent être intéressantes pour les étudiants ou pour les personnes qui peuvent louer. Oui, après, c'est vraiment connaître s'intéresser quand vous regardez pour vos futurs investissements les différents quartiers. Voilà, est-ce que les quartiers sont bien reliés? Est-ce qu'il y a des projets, etc. C'est vraiment des données clés. Bon, bien sûr, après, même si vous allez investir dans un bien immobilier et que vous n'allez pas y vivre dedans, il faut quand même s'enquérir de, voilà, est-ce que le quartier dans lequel se trouvera le bien est quand même un quartier sympa à vivre? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce que on n'a pas de soucis de sécurité? Est-ce que voilà, le niveau des services, bon, là, on va regarder, par exemple, est-ce qu'il y a la 4G, la fibre, etc. C'est des données très, très poussées, vous allez me dire, mais qui valent quand même d'être étudiées. Est-ce qu'on a des écoles, des universités? Voilà, un quartier pareil avec des infrastructures, que ce soit des établissements de santé ou des loisirs, c'est vraiment important. Ça vous permet de bien maîtriser les quartiers. Pour répondre à ta question, Robin, la plupart des informations viennent de l'INSEE. C'est des données qui sont donc officielles et publiées par l'État. Je crois que le site Data France les publie et les partage ouvertement. Ouais, après, les indicateurs, c'est notre sauce en interne. Enfin, ça vient de la comparaison avec d'autres quartiers, d'autres villes, et nos algorithmes qui nous permettent d'établir ce système de ranking. Voilà. Voilà, analyser ensuite l'économie d'une ville, son dynamisme, c'est très important. Et voilà, et puis après, le tout, c'est de comparer tous ces indicateurs avec les autres villes. Ça, c'est vraiment une vision macro. Après, on peut aussi rentrer quartier par quartier, rue par rue, ce qui peut être aussi intéressant. Donc, on voulait donc voilà, on finir sur cette analyse de marché. Vraiment, avant de mettre vos billes dans un investissement, prenez bien le temps d'analyser les dynamiques de quartier, les futurs projets de construction, et tous ces critères très importants pour bien investir. Maintenant, une fois qu'on s'est décidé sur la ville, sur le quartier, eh bien, il faut trouver un projet
nous trouver un bien à acheter et s'assurer que le projet d'investissement est intéressant et viable. C'est cette partie qu'on va traiter maintenant. Pour nous, il faut vraiment faire le calcul de bout en bout. On a parlé de rendement brut déjà, et comme l'a dit Pierre-Antoine tout à l'heure, il ne faut pas s'en satisfaire. Et là, ça y est, on entre dans le vif du sujet. On va maintenant avoir parlé plus de chiffres. On est là quand même pour investir, on va s'intéresser au rendement, etc. En fait, il faut vraiment monter un vrai business plan. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Le plus simple, c'est qu'on vous montre un exemple réel d'un investissement. On va peut-être reprendre l'exemple, un exemple à Lille. Un exemple d'un investissement qu'on a sourcé récemment à Lille. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que Pierre-Antoine, tu peux nous présenter? Est-ce que vous voyez déjà tous? Ouais, s'il n'y a pas de message négatif, c'est que c'est bon. Alors rapidement, cet investissement, on l'a donc réalisé à Lille. Donc là, c'est un immeuble composé de 2 appartements, un au rez-de-chaussée et un duplex au premier étage et donc deuxième étage. Ces 2 appartements ont le potentiel d'être loués 600 et 650 euros hors charge. Donc ça, c'est la présentation globale. Il est dans le quartier Moulins. Le quartier Moulins, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, c'est le quartier un petit peu au sud du centre-ville, mais qui est accessible via le métro et qui est proche de nombreuses universités, dont la fac de droit qui est vraiment juste à côté, mais qui relie aussi toutes les universités catholiques de Lille. Donc pour vous présenter un petit peu financièrement le bien, donc là on voit quelques photos du bien si ça vous intéresse. Donc là c'est le... Voilà. C'est assez sympa. Assez sympa. Là, on est sur un truc qui était déjà tout à fait refait, donc très peu de travaux à prévoir. Voilà, on peut passer directement à la modélisation financière. Est-ce que vous voyez tous? Ou est-ce qu'il faut qu'on zoome davantage? On peut. Alors, comme dit Maxime Anquet, ce bien a été vendu à un de nos clients. Ça, c'est vrai. On ne va pas citer son nom. Il faudra zoomer. Alors, ok. Bon, on va zoomer un petit peu. On va alors commencer par. Alors là, on va vous présenter vraiment ce que vous devrez faire pour vous assurer la qualité de votre investissement, de votre projet d'investissement. Et comme on le disait, pour nous, ça semble très important de faire le calcul de bout en bout. On va vous montrer, là, on se dresse devant un bilan. Donc, se situe sur votre gauche, en haut à gauche, tout l'aspect qui relève de l'acquisition, tous les frais, etc. Tout ce qui relève du financement ici, les revenus, les charges, et puis le bilan, vraiment la conclusion ici. Alors, on va zoomer un petit peu sur d'abord qu'est-ce qu'on prend en compte pour vraiment prendre en compte tous les frais liés à l'acquisition. Bon, pour faire le détail. Voilà, pour le montant total de l'acquisition, il faut prendre en compte donc le prix d'achat, les prix de travaux, le montant des travaux, l'aménagement. Donc là, ça concerne tout ce qui est justement quand on va louer en meublé, l'ameublement, la déco, etc. Les frais de notaire, les frais de dossier et caution bancaire, qui sont ne pas oublier, souvent on oublie. Les frais de courtage, si on a les frais de dossier financement, qui sont aussi au-dessus. Si on passe par un courtier en financement. Qui sont passés en courtier en financement. Et grâce à tout ça, on va avoir le montant total de l'acquisition du bien. Donc, c'est vraiment le montant du projet. C'est le montant qu'on va devoir montrer à la banque pour ensuite pouvoir emprunter. Alors, financièrement, nous, ce qu'on a présenté à notre client, on l'a optimisé. On lui a proposé de réaliser cet investissement de la manière suivante. Donc, de partir d'un apport personnel d'un montant de 20 000 euros pour emprunter 209 000 euros. Donc, 229 000 euros moins 20 000. Oui, la banque a accepté de partir sur ce plan de financement-là. Ça dépend aussi de la banque que vous allez voir. On fera un autre webinaire sur vraiment le financement. Il est possible de mettre un peu moins d'apport ou même un peu plus. Tout dépend de la relation que vous avez avec votre banquier. Et si vous n'avez pas une bonne relation, de la nouvelle relation que vous créerez avec le nouveau banquier que vous irez chercher pour obtenir un financement pour votre projet. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a une mensualité d'emprunt à rembourser chaque mois, donc de 1 047 euros. Alors, si ensuite on se... Là, on a fait un emprunt sur 20 ans, ce qui est une durée très correcte. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Ça fait un plaisir d'y répondre. Cet investissement, il génère 2 loyers. Il y a 2 appartements. On est en pleine propriété de ces 2 appartements. C'est assez spécifique à l'architecture lilloise. Il y a pas mal d'anciennes maisons, petits immeubles qui sont comme ça accessibles à des faibles budgets. Enfin, tout est relatif. Et dans lequel vous avez 2 appartements.
Ça génère 650 et 600 euros de loyer mensuel. Hors charge. Ça fait un total annuel de 15 000 euros du coup. Et vous savez, en fait, quand vous êtes locatif, ah bah, salut Roger. Salut Roger, à bientôt. On mettra ça en replay et effectivement, on partagera également les slides. Voilà, à vos locataires, vous allez également faire facturer des charges qui vont venir vous aider à rembourser toute cette partie qui est en dessous. Donc, dans les charges, on comprend, parfois il y a les charges d'eau, les charges de taxes ordures ménagères, de gaz, parfois qui sont facturées à notre nom. En l'occurrence, là, il n'y a pas de gaz dans cette maison, mais c'est pour financer la taxe des ordures ménagères et justement tout ce qui est eau. Ouais, donc en gros, globalement, on a 550 euros annuellement de charges de consommation et d'entretien qui sont facturés aux propriétaires, 980 euros de taxes foncières, les impôts, ça on ne peut pas y échapper. Votre bien, il va falloir l'assurer, ça c'est très important. On prend une assurance, ce qu'on appelle une assurance PNO. Propriétaire non occupant. Voilà. Et puis, l'immobilier, voilà, vous investissez, c'est un bien ancien. Il y a peut-être des travaux de rénovation, il faut changer 2-3 équipements, un radiateur qui casse, une ampoule, etc. Tout ce qu'on appelle des provisions pour charge, de l'argent qu'on va mettre de côté chaque année pour vraiment couvrir les imprévus au fur et à mesure du temps. Je vois qu'il y a 2 questions. Alors, la première de Magid, est-ce qu'il est préférable d'emprunter sur plus longtemps? Alors, ça, oui, ça va te permettre, tout dépend de ta situation, mais c'est sûr qu'emprunter sur plus longtemps, ça va te permettre d'avoir des mensualités qui seront plus faibles. Et donc, à la fin, si on prend ton loyer que tu perçois moins tous ces revenus, c'est sûr que ça va te faire un cash flow, donc un revenu net mensuel ou un effort d'épargne qui va être moins important si c'est un cash flow qui va être moins important. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'on prend en compte la vacance locative? Pour revenir sur cette question du financement et de la durée, qui est quand même très important, effectivement, vous avez intérêt à faire, si vous avez une stratégie d'investissement pour en faire plusieurs ou pour investir plus efficacement, vous avez intérêt à emprunter sur le plus long terme possible. Maintenant, les banques ont tendance à limiter à 20 ou 25 ans. Nous, on arrive souvent à faire du 25 ans, mais ça va dépendre de votre dossier, de votre âge, de vos revenus, etc. Au-delà de 25 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Pour revenir sur tout ce qui est donc charges, prise en compte dans vraiment votre bilan, effectivement, je vois que Charles-Henri avait sauté sur la question en avance et il a totalement raison. La réalité du marché, c'est que parfois, entre 2 locataires, vous allez avoir votre bien qui va être pas loué. Or, en fait, sur ce marché-là, à l'île Moulin, nous, on constate qu'on a en moyenne 1 mois de vacances locatives. C'est vraiment, voilà, votre bien ne sera pas loué pendant 1 mois en moyenne. On prend également, par précaution, un chiffre parfois un peu plus gros que la réalité, pessimiste pour aller voir vers le banquier avec des chiffres et un bilan qui soit très solide. Parce que le but de tout ça, c'est vraiment de faire financer son projet. Il y a une offre d'achat sur 3 qui est refusée par la banque, un projet sur 3 qui est refusé par la banque, et ça fait mal. Donc, in fine, on a ici vraiment tout l'ensemble des charges qui vont être décaissées pendant la durée, pendant que vous posséderez votre bien. Donc, bien sûr, le montant total payé pour l'emprunt, on est presque à 12 500 euros. Ça fait ce total de 16 000 euros. Là-dessus, alors on y reviendra un peu par la suite, mais on prend un comptable parce qu'on fait ici la location meublée, ce qui nous oblige à déclarer chez un expert comptable chaque année tous nos revenus. Exactement. Donc ça, c'est un coût. Voilà. Et puis, il faut mettre aussi des locataires dans votre bien. Ça coûte également, si vous passez par un service d'agence de gestion locative, ça coûte quelque chose. Les gestionnaires locatifs prennent un pourcentage du loyer et également des frais de mise en location. C'est ce qu'on a mis ici en option et ça représente à peu près ce coût-là pour ce bien et ce projet-là, si vous le choisissez, par an.
voilà, pour la question qui était au départ, est-ce qu'il est plus intéressant de prendre un bien qui est en gestion locative en province, là où on n'est pas, ou investir à Paris? Si on regarde donc le bilan, pour conclure, on se rend compte qu'il y a un effort net mensuel avant impôt qui va être de 211 € par mois, et ce qui nous donne un rendement net avant impôt de 5,27. Globalement, quand à Paris, on a un rendement moyen brut de 2,5%, c'est mathématiquement impossible d'obtenir un rendement net du coup supérieur. Même quand avec un rendement brut à 2,5%, vous avez très certainement même un rendement net négatif ou très très proche de zéro. Voilà, là, c'est possible en fait par exemple, avec cet investissement-là, donc on va revenir sur les chiffres. Plus globalement, donc un prix d'achat de 188 000 € après négociation. Donc de devenir propriétaire d'un investissement avec 20 000 € d'apport. Avec 20 000 € qui va vous générer voilà, seulement une charge de 200 € par mois et vous deviendrez propriétaire d'un immeuble dans 20 ans. Là-dessus, on voulait insister sur le fait que un investissement locatif, pour bien mesurer voilà, son intérêt, il faut faire le calcul de bout en bout. Et on vous a parlé pour l'instant de chiffres qu'avant impôt. Voilà, donc là, on a Olivier qui rebondit en amont sur le sujet, c'est bien, ils sont au tac au tac. La fiscalité de notre client, eh bien, on y vient. C'est qu'on vous a présenté des chiffres uniquement avant impôt. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne en termes d'imposition et de régime fiscal. Donc là, on a fait notre modélisation, chose votre Excel que vous devez tous avoir fait. Là, on a un bref résumé du coût total du projet. Je ne sais pas si vous voyez tous. C'est un peu petit, excusez-nous. Tout ce qui est financé par la banque et ce qui est financé ouais, on va mettre un petit zoom. Hop. Et alors là, en fait, alors c'est encore un peu gros, pardon. Est-ce qu'on va y arriver comme ça? Ouais, nous, on fait ce travail-là de chercher quels sont les régimes fiscaux les plus intéressants suivant votre situation et suivant le projet sur lequel vous vous portez acquéreur. Et donc, il y a un travail d'optimisation, savoir voilà, quel est le régime fiscal le plus intéressant. On y vient. Alors là, on avait un client qui avait certains niveaux de revenus. Et pour lui, pour sa situation et au vu du projet, il était plus intéressant de faire du LMNP réel. Alors, le LMNP, voilà, sans très explicité, dit Thomas, effectivement, c'est un régime fiscal très intéressant aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas forcément le régime optimal pour tous les projets d'investissement que vous trouverez, et ça va dépendre également de votre stratégie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le LMNP, c'est le loueur meublé non professionnel. Donc, ça engage à louer un bien de façon meublée. En l'occurrence, là, c'est du LMNP au réel. Au réel, pourquoi? Parce qu'on va déclarer toutes les charges et on va pouvoir amortir le bien. Ce qui va nous permettre de ne pas payer d'impôts, comme on peut le voir, sur les 1, 2, 3, 4, 5 premières années. Voilà. Après, vous avez une imposition qui va du coup varier. Là, il y a un travail, bon, ça c'est généralement fait par votre expert comptable, mais avant même d'investir, il faut choisir quel régime fiscal on va choisir pour déclarer ses loyers. Et après un travail d'optimisation, le résultat le plus évident comme étant le plus intéressant, c'est vraiment ce LMNP au réel. On va faire un webinaire vraiment sur la fiscalité, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais globalement, on trouvait que pour nos clients et pour cet investissement-là, c'était le plus intéressant. Voilà, on peut voir qu'au total, sur 20 ans, on paye 25 000 € d'impôts, ce qui aurait été considérablement différent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Il est important aussi de préciser que pour le LMNP au réel, là, on va investir en nom propre, mais parfois, il peut s'avérer plus judicieux
d'investir via un véhicule financier qu'on va créer, qu'on peut appeler une SCI par exemple, ou une SARL, à l'IS ou à l'IR, etc. Chaque projet d'investissement est différent, chaque profil d'investisseur est différent et il faut vraiment faire une petite analyse patrimoniale au départ qui va vous permettre d'optimiser et de faire de nombreuses économies sur la longévité du bien. Comme l'a dit Olivier, l'imposition, la fiscalité, ça crée beaucoup ça impacte plus de frais et ça peut vraiment faire diminuer et même. Je t'arrête, Antoine. On nous dit qu'il n'y a plus de caméra. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Faites-moi un commentaire pour. On vous voit. Ok. Ah, on a des. Oh, c'est bon. Alors il y avait la caméra. La caméra semble fonctionner. Bon, ok. Super. On a certains qui ont des petits soucis techniques. Mais voilà. Okay. Donc, pour conclure, vraiment, créer un véhicule financier comme une SCI ou une SRL, ça peut s'avérer parfois judicieux. Le tout, c'est bien de définir son projet, sa stratégie sur le long terme. Voilà, merci Étienne pour le temps. Super. Bon, pour ce qu'il faut retenir vraiment de tout ça, c'est qu'il faut vraiment faire le calcul de bout en bout. Ça comprend du coup vraiment la modélisation de votre projet en prenant toute la liste de tous les revenus et également toutes les charges jusqu'à vraiment l'imposition là-dessus qui ça peut varier du tout au tout. Hein. En même investissement, si on le met avec le régime fiscal de l'allocation nue, ou un régime fiscal de l'allocation LMNP, on peut avoir une imposition qui varie du simple au triple. Voilà, n'hésitez pas à vous faire conseiller les experts comptables qui sont faits pour ça. Peut-être que ça a un coût, parfois forcément on peut débourser 1 000 €, 1 500 € par an, mais parfois ça peut vraiment s'avérer judicieux. Je vois qu'il y a quelques questions. Alors Olivier qui dit l'avantage de l'LMNP, c'est qu'on applique des régimes de plus-value privée des particuliers. Effectivement, on peut amortir son bien. Ça représente certains avantages. Bon, après, tout dépend de nos stratégies, de notre situation financière, etc. Il y a aussi d'autres avantages à faire d'investissement via une société. On y reviendra vraiment sur un autre webinaire. Et comme le dit Olivier par la suite, c'est que cette fiscalité, elle évolue dans le temps. Il est important aussi de bien suivre cette fiscalité. On ne peut pas être au courant de tout tous les jours. Donc, c'est important de se faire conseiller. Voilà, cette fiscalité, elle n'est pas stable. Ça évolue assez fréquemment. Nos politiques aiment bien changer nos règles fiscales. Tout va être encore bien chamboulé prochainement avec l'arrivée de prélèvements en source, etc. Ça risque de chambouler fort. Ludovic, comment se faire renseigner sur les régimes fiscaux? Alors là, oui, ça devient des sujets très très complexes. À moins du domaine, il faut, je dirais, se renseigner auprès de professionnels. Avocats fiscalistes ou experts comptables. Experts comptables, avocats fiscalistes savent généralement vous répondre à ces questions-là. Bivouac sait également vous répondre à ces questions-là, effectivement. Qu'est-ce qu'on a? L'inconvénient de l'LMNP ne réside que dans le besoin d'un comptable. Il y a d'autres inconvénients. On va dire qu'il faut meubler son bien. Alors, est-ce un inconvénient ou pas? Le premier, je dirais que c'est même plutôt un avantage, c'est-à-dire qu'on va louer le bien plus cher. Par contre, c'est sûr qu'il faut investir en immeuble. Il y a un inconvénient qui peut ne pas en être un, c'est que quand on loue en LMNP, on va faire des baux qui sont de courte durée. Quand on loue en meublé, on est sur des baux de 9 mois, 12 mois. Ouais, ou en 9 ou 12 mois. 9 ou 12 mois. Alors que quand on loue en nu, donc en vide, sans meuble, on est sur des baux qui sont de 3 ans. Il y a donc des avantages et des inconvénients dans les deux régimes, nu ou meublé. Je dirais que meubler, c'est aussi créer un intérieur plus sympa et pouvoir plus facilement attirer des locataires. Ça, c'est aussi à prendre en compte. On peut même gonfler le loyer en fait, sur un même bien en louant meublé. Nu, c'est peut-être avoir moins de turnover, donc moins de vacances locatives. Parce que si on arrive à trouver un locataire, si on loue à des jeunes actifs, généralement, par exemple, ils restent un peu plus longtemps que des étudiants. Là encore, c'est à prendre en compte dans votre modélisation, vraiment modéliser tout ça. Qu'est-ce que ça représente vraiment même le coût de l'expert comptable, comme le signifie Robin, 300 € par an, plus 100 € par bien. Ça, c'est sûr que c'est des coûts qui sont à prendre en compte. Nous, on a plus de 250 €, je crois, dans la modélisation. Mais avec un comptable partenaire, effectivement, qui
pratique ces coûts-là. Mais voilà, mais c'est des coûts qui ne sont pas globalement, c'est négligeables. cette ordre de grandeur qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Voilà, donc pour conclure sur comment s'assurer de la qualité de son projet, voilà, n'hésitez pas à vous faire conseiller, à bien s'entourer. On ne peut pas être expert dans tous les domaines, que ce soit en fiscalité, mais que ce soit aussi dans la gestion des travaux, dans la mise en location ou dans le financement, dans la définition de votre emprunt. À chaque fois, c'est des étapes qui sont complexes et c'est important de vous faire conseiller. Alors maintenant vient une question qu'on entend souvent. Faut-il investir dans le neuf plutôt que dans l'ancien? Là aussi, on fera un sujet entier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est un sujet très intéressant qu'il faut creuser pour voilà, comparer un peu les investissements neufs et anciens. Globalement, ce qu'il faut savoir, on achète du neuf, il n'y a pas ou peu de problèmes. Pour être ingénieur en bâtiment, à la base, je sais que c'est pas toujours un long fleuve tranquille quand on devient propriétaire d'un logement neuf, mais il y a certainement beaucoup moins de soucis à régler dans les premières années qu'un investissement ancien. Pas de travaux du coup. Par contre, c'est 30% plus cher en moyenne à l'achat au mètre carré. Et c'est rare les programmes immobiliers neufs qui se développent au plein cœur des villes, dans le centre, chose qu'on peut obtenir quand on investit dans l'ancien. On peut investir dans des endroits du coup plus premium, on va dire, plus proches des centres-villes, des centres d'activité des villes, et avoir du patrimoine de qualité, de la belle pierre, etc. C'est aussi des avantages. Quand on parle de neuf, on entend souvent tout de suite directement Pinel, et qui dit Pinel dit défiscalisation. C'est sûr que ça peut être attractif au départ de se dire qu'on va faire une économie d'impôt importante, mais comme on le disait juste avant, quand on fait un projet d'investissement, il est très important de regarder les calculs, de regarder financièrement de bout en bout. On va part d'un investissement au départ, donc là en l'occurrence le neuf on va acheter un peu plus cher, on va acheter plus cher au mètre carré, et aussi à la revente. Quand on achète du neuf, on ne fait pas forcément de plus-value parce que le prix d'achat était tellement cher qu'on n'arrive pas à augmenter de 30%. Ouais, il y a aussi, comme dit Thomas, je rebondis là-dessus, engagement en fait avec un minimum de 6 mois de location si votre bien est vide un certain nombre de mois pendant ces 6 ans, pardon, eh bien, vous bénéficierez plus de ces avantages fiscaux. C'est également quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi d'autres soucis avec le Pinel au niveau de la revente, notamment. Tout le monde revend bien en même temps. Les loyers sont plafonnés dans le Pinel. Enfin, bref. On ne fait pas un webinaire sur le… Non, on fera un webinaire, c'est sur des questions-là plus tard qui valent la peine d'être creusées. Mais globalement, il faut vraiment regarder ces projets de bout en bout, ces calculs de bout en bout. Ouais, c'est quelque chose avec lequel vous devez repartir, c'est ça. Pour finir, sur une question, voilà, pourquoi faut-il investir dès maintenant? On veut insister sur 2-3 sujets. L'investissement immobilier, ça présente plusieurs avantages, mais globalement, il n'y a pas besoin d'être riche comme Crésus pour pouvoir acquérir un bien. Aujourd'hui, 5, 10, 15, 20 000 euros d'apport suffisent. Ça reste des montants importants tout de même, mais ça permet de débloquer justement ce levier d'emprunt qui va nous permettre d'investir sur un projet d'investissement autour de 200, 250 000 euros avec simplement 10, 15, 20 000 euros d'apport. Voilà. Les banques, c'est, vous l'aurez compris, votre partenaire principal pour investir et elles vont être demandeuses voilà, d'une situation relativement stable au niveau de vos revenus. Là-dessus, 3 mois de CDI suffisent. Pas besoin d'avoir 40 ans et un compte bancaire rempli à non plus finir. C'est l'investissement sur les taux pardon, qui sont relativement bas, qui devraient remonter d'ailleurs malheureusement d'ici peu. L'investissement est vraiment très très facile. On a 2-3 questions sur les Pinel. On vous invitera à ce prochain webinaire qu'on va faire prochainement pour vraiment creuser le sujet. Yes. Donc pour finir, je pense que cette formation est arrivée. Ouais, pourquoi, in fine, il faut se faire aider. Vraiment, l'investissement locatif, c'est, comme vous l'aurez compris, un acte assez complexe. N'hésitez pas à demander autour de vous, aux autres investisseurs, des professionnels, pour vraiment vous éviter les principaux pièges.
que ce soit vraiment dans toutes les étapes, le financement, la fiscalité, le choix des locataires, vraiment de la etc. recherche du bien jusqu'à sa mise en location. On rencontre nous aujourd'hui tous les jours des problèmes. Je peux vous citer l'exemple tout simplement d'un agent immobilier qui, lors de mes recherches, lors de mes visites, qui nous donne des informations qui ne sont pas forcément vraies. Il y a l'étude des diagnostics qui sont à prendre en compte. Il y a l'étude du bien techniquement. Demain, s'il faut changer une chaudière, moi, je ne suis pas forcément compétent pour savoir dans combien de temps elle va rester, et dans combien de temps il faudra la changer. Mais ça, c'est vraiment sur la partie technique du bien. Ensuite, il y a le problème de financement. Ensuite, il y a les problèmes de travaux, comme je disais. Ensuite, il y a les problèmes de mise en location. Enfin, ce n'est pas forcément des problèmes. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que vous voulez vous entendre. Mais c'est que c'est un investissement, c'est complexe, c'est long et c'est important de bien s'entourer pour le faire correctement. Voilà. Voilà, on disait, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'embûches possibles. Ça prend aussi beaucoup de temps. C'est important, je pense, selon nous, que vous maîtrisiez, vous compreniez toutes ces différentes étapes du processus et que voilà, vous sachiez le maximum, vous ayez le maximum de connaissances pour bien investir, parce que il y a, voilà, comme on le disait, plein d'enjeux Voilà, sur toutes ces étapes. Comme le dit Thomas, il faut analyser les travaux dans la copro. C'est aussi des critères qui sont difficiles à analyser parce que l'agent immobilier veut absolument vendre son bien. Il est prêt à tout, quitte à parfois même mentir. Hein, on a eu le cas. Mais pour ça, on peut appeler le syndic de copro. On peut se renseigner auprès des autres propriétaires de l'immeuble, si c'est un immeuble. Mais il y a toujours des solutions. Il ne faut pas foncer tête baissée. Voilà. Oui, il y a 2-3 réflexes à développer. Même j'ai vu un participant tout à l'heure lister voilà, un tips qui est de faire une fausse annonce pour tester la profondeur du marché locatif. Ça, c'est quelque chose qui est très malin et qui ne prend pas beaucoup de temps. Ça permet de tout de suite se donner une idée. Est-ce que notre bien est intéressant à ce prix-là, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait également. Alors, il y a Ahmed qui nous dit vous n'avez pas répondu à la question. Alors, il y a plusieurs questions qu'on découvre là à côté du chat. Alors, on va répondre dans l'ordre. Du coup, ça part en bas, je crois. Ah, du coup, ça part d'en bas. Ouais. Hop. Alors, Ahmed. Est-ce que vous avez investi vous-même dans l'immobilier? Alors oui, on a investi nous-mêmes dans l'immobilier. Alors moi, j'ai profité de prêts étudiants pour pouvoir investir. J'ai acheté à l'âge de 20 ans 2 garages qui sont donc aujourd'hui presque autofinancés avec des prêts étudiants, voilà, dans la région lyonnaise. Moi, pour ma part, j'ai pu investir par le biais de ma famille dans 2 immeubles à Lille, voilà, et je suis en cours d'investissement via une structure familiale sur plusieurs autres projets à Lille, mais aussi à Lyon, région d'où je viens, et prochainement à Rennes également. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, on va essayer de regarder un petit peu, faire le tri. Hop. Alors, ok. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à... Hop, alors attends, on va remonter. Alors, l'investissement locatif en France, petit, est un moyen pour réduire ses impôts. Alors, réduire ses impôts, oui, c'est totalement possible. Il y a plusieurs mécanismes qu'il faut maîtriser. On a bien sûr le Pinel dans le neuf. On peut faire ça du Pinel en France. On peut également faire ce qu'on appelle déficit foncier. C'est de faire l'investissement dans l'ancien avec des travaux. On pourra déduire des impôts. C'est aussi une possibilité. Après, encore une fois, est-ce que vraiment c'est intéressant par rapport à investir dans un autre investissement qui soit plus rentable, pas des déductions fiscales? Là, c'est des calculs à faire de bout en bout. Intéressant de faire un investissement locatif à l'étranger. Oui, il y a beaucoup d'opportunités également à l'étranger. On a nous-mêmes dans l'équipe quelqu'un qui investit en Grèce actuellement. On proposera prochainement peut-être des investissements à Athènes avec des opportunités intéressantes, mais là encore, les marchés, c'est différent, il faut bien les maîtriser, c'est toujours la même logique. Et donc, analyser correctement son marché, prendre en compte tous les critères, et puis voilà, une fois qu'on maîtrise son marché, il y a
très certainement beaucoup d'autres opportunités très intéressantes à faire à l'étranger. On entend souvent des villes comme Lisbonne ou Budapest qui peuvent être intéressantes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, il faut faire cette analyse macroéconomique, cette analyse immobilière avant de se lancer dans ces projets-là. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas notre expertise, on n'a pas fait l'expertise, mais je suis persuadé qu'il y a des bons investissements à l'étranger. Alors, les grosses erreurs à éviter pour un investissement locatif, charges, luminosité, hauteur sous plafond, location et la revente, eh bien, c'est relativement simple, oui et non, du bon sens surtout. Quand vous faites des visites, allez vérifier toujours les 2-3 soucis techniques qui reviennent très régulièrement. Est-ce qu'au niveau de l'électricité, on est bien aux normes avec des compteurs différentiels, etc. Est-ce que au niveau vraiment des consommations, on n'a pas des montants délirants? Parfois, ça reflète des soucis dans l'isolation, etc. Ça, il y a des diagnostics techniques qui sont réalisés à chaque fois qu'il y a un bien qui se met en vente, sauf dans le neuf, du coup, parce que les biens sont censés être aux normes dès qu'ils sont produits. Mais maintenant, il faut savoir les analyser, tout un tas de détails à regarder. Voilà, qu'il faut pas bien sûr foncer dans un projet les yeux fermés. Ouais, les charges de copro parfois importantes qui sont à regarder, à vérifier de près parce que ça peut parfois tomber un investissement. On demande systématiquement tout ce qui est PV d'AG, on analyse voilà, règlement par exemple aussi il y a des détails tout cons. Si vous voulez faire de la colocation dans des copropriétés, il faut faire attention à analyser correctement tout ce qui est règlement intérieur d'immeuble, règlement de copropriété pour vérifier qu'on n'a pas un syndic qui ait voté une contre-indication à la colocation. Tout un ensemble de détails vraiment sur le juridique qu'il faut analyser. Alors, comment faites-vous pour trouver des biens et gérer la concurrence des professionnels immobiliers? La plupart des actifs de qualité sont trustés par les institutionnels SCPI, OPCI, compagnie d'assurance. Alors là, c'est une question plus sur ce qu'est-ce qu'on fait chez Bivouac. Nous, chez Bivouac, on développe des algorithmes, des systèmes en fait automatisés qui scannent l'ensemble du marché français, donc l'ensemble des portails immobiliers, que ce soit Se Loger, Le Bon Coin, etc. Et on commence également à développer des partenariats, des réseaux qui nous envoient des opportunités off-market. Du fait qu'on soit très présent dans certains marchés, on investit beaucoup, voilà, par exemple aujourd'hui à Lille, à Rennes, dans des villes qui nous semblent présenter le meilleur potentiel à l'investissement locatif. Du coup, les professionnels nous connaissent et nous font remonter des opportunités qui soient plus intéressantes que ce que vous pouvez trouver tout simplement sur le Bon Coin en cherchant vous-même en tant que particulier. On a une autre question, Ludovic. Le Crédit Mutuel a ses propres programmes d'immobilier, 9, propose un package prêt plus gestion locative plus assurance de locataire que 60 000 € dès le premier mois pour 13% du loyer. Est-ce que c'est intéressant selon toi de rejoindre ce programme? C'est une bonne question, mais je pense qu'on n'a pas assez d'éléments pour savoir si c'est intéressant ou non. Ouais. Souvent, justement, comme on le disait tout à l'heure, il faut vraiment regarder de bout en bout. Dans tous les cas, il faut regarder de bout en bout. Mais ces programmes qui paraissent comme ça attractifs, parce que ce sera des loyers qui tomberont tous les mois. Derrière, il y a forcément le revers de la médaille et je pense que le rendement est tout de suite diminué. Non, je dirais que ça vaut le coup de regarder. Il faut vraiment faire cette analyse froidement, scientifiquement, mesurer combien va rester dans votre poche. Est-ce qu'on parle d'un effort d'épargne, un gain net? Là, c'est combien on achète? Est-ce qu'on achète au prix du marché? Est-ce qu'on achète beaucoup plus cher? Savoir quel est son emplacement. Ouais, c'est pas qu'une question de gain net mensuel. Il y a également est-ce qu'on achète trop cher ou en dessous du marché. Ça, c'est des données à maîtriser. Alors, le risque de suivre une tendance d'investissement immobilier, est-ce que si tout le monde fait l'investissement locatif à Lille, dans un temps, il peut y avoir un embouteillage à la revente, ou que tout le monde pourrait vendre et les prix chuteraient? Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire? Très bonne question. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir. Oui, je veux faire du Bordeaux, mais malheureusement, comme avec tout investissement, quand vous avez entendu parler du Bitcoin, très probablement, c'était un peu tard. Eh bien, c'est pareil avec l'immobilier. On parle d'investissement immobilier. Bordeaux, aujourd'hui, ça a pris 18% dans certains quartiers rien que l'an passé. C'est mécanique, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher que ça s'y a été il y a encore 5 ans. Et du coup, des investissements intéressants, il y en a beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas à Bordeaux, loin de là, mais c'est beaucoup plus dur qu'avant.
Donc en fait, des bons investissements, quand vous entendez des tendances, ça peut être un bon signe comme un très mauvais signe. Ça dépend à quel moment que vous êtes au courant de ces opportunités-là. Je dirais que quand tout le monde a tendance à en parler, c'est que c'est malheureusement soit vraiment juste le moment d'investir, soit un peu trop tard. Alors, Maxime qui nous demande quelles sont les charges récupérables dites charges locatives. Alors là, il faudrait donc il y a tout un détail. On a tout ce qui est charges de consommation. Voilà, c'est des contrats qui sont non propriétaires. On peut les faire refacturer aux locataires. Donc, tu peux être eau, gaz, tout dépend de votre installation. On a également une partie de la taxe foncière qui sont les taxes d'ordures ménagères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout un ensemble de charges voilà, qui sont refacturables. Il y a un détail. De toute façon, je pense qu'on répondra aux questions après. On pourra vous répondre au fur et à mesure, même par écrit, si ça vous intéresse. N'hésitez pas justement à nous contacter ou nous envoyer des mails, nous envoyer un mail, enfin, vos questions par mail. On y répondra avec plaisir. Voilà. Comment est-ce qu'on avance après ce webinaire? Nous, ce qu'on vous propose, c'est justement, on va vous envoyer, si vous nous transmettez, je crois qu'on a vos infos, on va vous envoyer cette petite slide, ces petites slides dans votre boîte mail. Une petite surprise pour vous, vous la recevrez par email. Donc là-dessus, je crois qu'on a l'email de tout le monde. Et puis, surtout, si vous avez besoin davantage de conseils, n'hésitez pas à faire appel à nous. Notre consultation en ligne pour un premier temps avec un conseiller est totalement gratuite. Là, je vous invite à vous rendre sur bivouac.com. Voilà. On a fait un questionnaire qui permet de définir votre projet et de vous aider justement à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous orientez-vous. Donc n'hésitez pas à le remplir, on y répondra avec plaisir par téléphone dans un premier entretien téléphonique ou même en se rencontrant en direct. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter? Non, mais en tout cas, j'ai ravi de voir qu'on était nombreux à suivre ce webinaire. Dites-nous ce que vous avez pensé ce que vous avez pensé en quelques mots. Nous, on était ravis en tout cas de partager ce moment avec vous. Il y avait plein de questions de retour super intéressants. Et puis, si c'est un format qui vous intéresse, on pourra continuer. C'était le premier, donc on a déjà pas mal de demandes sur des sujets, mais n'hésitez pas à même suggérer. Merci Étienne, merci à Ludovic, merci Thomas pour ces messages sympas. À suggérer des thèmes, comme disait Martin, des thèmes ou des choses, des projets, des présentations qui pourraient vous intéresser. On pourra continuer avec plaisir à en faire régulièrement. Super, n'hésitez pas à nous transmettre ça, les sujets qui vous tiennent à cœur. Et puis on fera tout ça. Merci à Clément, merci William, merci Guillaume, merci, c'est top. Et puis on vous dit du coup à très bientôt. On reste disponible sur notre site internet bivouac.com et à très vite et excellente soirée à vous. Profitez du beau temps, les beaux jours arrivent. Voilà. Super, merci pour vos retours, ça fait plaisir. Merci pour vos retours, ouais. À très bientôt. Et à très bientôt. Salut.